Cette danse est pour celle que j'ai secrètement aimée pendant ces 10 dernières années, annonça mon mari lors de notre réception de mariage. Il passa juste devant moi et invita ma sœur à danser. La salle entière explosa en applaudissements. Mais ensuite, je me suis approché de mon père, qui était assis à la table d'honneur, et j'ai posé une question forte qui a fait suffoquer mon mari et a envoyé ma sœur aux urgences. Bonjour à tous, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime. Profitez de l'histoire, mais avant ce moment, avant même que cette question ne soit prononcée, il y avait la fête, la plus grande, la plus bruyante et la plus somptueuse célébration que notre ville ait jamais connue. La salle de mariage du Grand Magnolia Ballroom bourdonnait comme une ruche dérangée. Des centaines d'invités, toute l'élite du monde des affaires et du monde social de notre ville moyenne prospère, mangeaient, buvaient et riaient. L'orchestre à cordes jouait quelque chose de léger et de discret. Des lustres en cristal baignaient tout dans une chaude lueur dorée, et les serveurs glissaient silencieusement entre les tables, servant du champagne et des hors-d'œuvre. Nia était assise à la table d'honneur à la place de la mariée, dans sa robe blanche impeccable, se sentant comme une pièce de musée. Elle souriait, hochait la tête et acceptait les félicitations, mais une angoisse sourde et inexplicable grandissait en elle. Son mari, Darius Vance, qui était devenu son mari à peine 3 heures plus tôt, était magnifique, grand, charmant dans un smoking de créateur. Il était l'âme de la fête. Il passait facilement de table en table, serrant les mains des hommes, embrassant les joues des femmes, son rire contagieux résonnant dans toute la salle. Il était le gendre idéal pour son père, Eliae, ambitieux, vif, issu d'une bonne famille, bien que récemment en difficulté. Il était le mari parfait pour elle, Nia, la fille aînée fiable et sérieuse qui avait passé toute sa vie à faire exactement ce qu'on attendait d'elle. Elle regarda son père. Eliae, aux cheveux argentés et autoritaires, était assis à la tête de la table comme un roi sur son trône. Il était satisfait. Tout se passait comme prévu. Son empire commercial basé sur la transformation des aliments était désormais cimenté par cette fusion stratégique. Il jetait de temps en temps des regards approbateurs à Nia, et ces regards la mettaient mal à l'aise, comme si elle venait d'être vendue avec succès. À côté de son père était assise sa jeune sœur, Simone, vive, capricieuse et toujours le centre de l'attention. Aujourd'hui, elle portait une robe moulante rouge vin qui accentuait sa silhouette. Simone s'ennuyait. Elle picorait distraitement son dessert et lançait des regards sensuels à Darius. Nia était habituée à ces regards. Simone regardait toujours de cette façon tout ce qui appartenait à Nia, d'abord ses jouets, puis ses amis, et maintenant son mari. Mais Darius, semblait-il, ne faisait pas attention à elle, du moins pas aujourd'hui. Le maître de cérémonie de la soirée, spécialement venu de Los Angeles, annonça un toast du marié. Darius se dirigea vers le centre de la salle et prit le micro. Les invités se turent, se tournant vers lui. Il les scruta avec un sourire éclatant qui, cependant, ne s'attarda pas sur Nia. « Mes chers amis, ma très chère famille, commença-t-il, sa voix de baryton douce remplissant la salle. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Aujourd'hui, j'ai uni ma vie à la famille, une famille que je connais et respecte depuis 10 ans. 10 longues années. » Il fit une pause, et il y avait quelque chose de théâtral, quelque chose de répété dans ce silence. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces années, mais pendant tout ce temps, un secret, un grand amour a vécu dans mon cœur. Les invités murmurèrent d'approbation. Comme c'est romantique. Nia sentit un œuf froid se serrer dans sa gorge. Elle connaissait Darius depuis exactement 10 ans. Il était venu dans leur usine en tant que jeune spécialiste fraîchement sorti de l'université, mais elle ne se souvenait d'aucun amour secret. Leur relation avait commencé il y a à peine 1 an, rapidement et franchement, professionnellement. Son père l'avait présenté comme un jeune cadre prometteur et les choses avaient décollé. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce jour si important, je dois enfin être honnête avec vous tous, et avec moi-même, continua Darius, élevant la voix. Il regarda vers la table d'honneur, mais pas Nia. Son regard était fixé sur Simone. Cette danse, cette première danse dans ma nouvelle vie, est pour celle que j'ai secrètement aimée pendant ces 10 dernières années. Le cœur de Nia rata un battement. Qu'est-ce que c'était? Une blague idiote? Une farce? L'orchestre entama une mélodie lente et tendre. Darius, tenant toujours le micro, se dirigea vers la table d'honneur. Il venait droit vers elle. Nia commença à se lever de son siège, s'empêtrant dans les plis de sa robe de mariée, prête à accepter sa main, mais il passa devant.
Il ne la regarda même pas. Il passa à seulement 1 mètre de sa chaise, laissant une traînée de parfums coûteux et d'humiliation glaciale dans son sillage. Il s'approcha de Simone. Simone s'épanouit. Il n'y avait pas l'ombre d'une surprise sur son visage, seulement du triomphe. Elle se leva gracieusement, tendit la main, et il la conduisit au centre de la piste de danse. Le monde se réduisit à cet endroit précis pour Nia. Son mari faisait tournoyer sa sœur dans une danse, et à ce moment-là, la pire chose se produisit, les invités. Ils commencèrent à applaudir, timidement d'abord, puis de plus en plus fort. Ils ne comprenaient pas. Ils décidèrent que c'était un grand geste, une tradition familiale touchante. Oh, comme c'est doux! Quelle surprise! Si touchant, une danse avec la demoiselle d'honneur résonna de tous côtés. Les applaudissements martelaient comme une marche funèbre pour sa vie. Nia resta assise dans sa robe blanche sous cette lumière dorée et se sentit se briser en 1 million de morceaux. Elle vit le visage souriant de son père, applaudissant aussi, approuvant cette farce. Elle vit le dos de Darius et le visage heureux de Simone reposant sur son épaule. Elle était superflue à cette célébration. Elle n'était qu'une fonction, un bouclier pour autre chose. Elle voulait crier, s'enfuir, s'effondrer ici même devant des centaines de regards, mais à la place, quelque chose en elle cliqua, quelque chose de froid, de dur et de pointu comme de la glace. Elle se souvint d'une conversation avec son père il y a 2 mois, de ses paroles dures, de son ultimatum, tu épouseras Vance. Ce n'est pas négociable. Il doit faire partie de la famille. Il a une dette au-dessus de sa tête qui pourrait le couler, lui et nous, si elle refait surface au mauvais endroit. Tu es la garantie. Tu es le ciment de cet accord. À l'époque, elle n'avait pas discuté. Elle avait toujours été la fille obéissante. Mais maintenant tout avait changé. L'accord était conclu. Elle avait rempli sa part et eux, ils l'avaient simplement jeté. Les larmes séchèrent avant même d'avoir commencé. Elle posa lentement, très lentement, son verre de champagne sur la table. Elle prit un autre verre plein et se leva. Le bourdonnement dans ses oreilles étouffait la musique et les applaudissements. Elle ne voyait qu'une seule cible, son père. Elle se dirigea vers lui. Chaque pas était un effort, comme si elle pataugeait dans une eau épaisse. Sa robe volumineuse s'accrochait au pied des chaises. Les invités s'écartaient, regardant avec perplexité la mariée qui avait abandonné sa place. La musique jouait toujours. Darius et Simone dansaient toujours, inconscients de tout ce qui les entourait. Elle atteignit la table d'honneur, s'arrêtant directement devant son père. Il cessa d'applaudir et la regarda avec une froide contrariété, comme pour dire, « Que veux-tu » ? N'interromps pas. Nia prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons et posa la question. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle parla fort et clairement pour que tout le monde dans la salle l'entende dans le silence soudain, car la musique s'arrêta brusquement en plein milieu d'une note. Père, sa voix était égale et froide, puisque Darius vient de confesser son amour pour Simone, cela signifie-t-il que vous pardonnez la dette de $750 000, que vous m'avez forcé à contracter en l'épousant pour la couvrir? Le temps s'arrêta. Les applaudissements s'éteignirent aussi brusquement que s'ils avaient été coupés au couteau. Quelqu'un laissa tomber une fourchette, et le cliquetis du métal sur l'assiette parut assourdissant. Un silence absolu et mortel s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient fixés sur elle, sur son père, sur le couple dansant figé au centre de la piste de danse. Darius s'étouffa. Il toussa si violemment qu'il se plia en deux. Le champagne qu'il avait bu avant son toast lui resta coincé dans la gorge. Son visage devint rouge. Simone s'écarta de lui. Ses yeux étaient grands ouverts d'horreur. Elle regarda Nia, puis son père, puis les invités, des centaines de pères dieux admirant il y a à peine une minute, maintenant la perçant comme une tarière, une exposition publique, pas seulement l'exposition d'une liaison, mais l'exposition qu'elle avait été une marchandise dans un sale marché financier. Son visage devint aussi blanc que la nappe. Elle commença à chercher son souffle. Sa poitrine se souleva spasmodiquement. J.E. croassa-t-elle, et soudain ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur le sol comme une fleur coupée. La panique éclata. Quelqu'un cria. Les invités se précipitèrent hors de leur siège. Son père se leva d'un bond, renversant la table. Un médecin. Appelez une ambulance immédiatement, cria-t-il en se précipitant vers Simone. Darius, toussant toujours, se précipita également.
La salle se dissolut dans le chaos, un flou de mouvements. Quelqu'un était au téléphone, d'autres essayaient de ranimer Simone. Nia resta au même endroit, serrant le verre de champagne encore plein. Elle regarda le pandémonium, ne ressentant ni joie maligne ni satisfaction, seulement du vide. 10 minutes plus tard, les secouristes arrivèrent. Ils chargèrent rapidement et professionnellement Simone sur une civière. Elle était inconsciente lorsqu'ils la passèrent devant Nia. L'un des ambulanciers lui jeta un regard rapide et désapprobateur, comme si elle était responsable de tout. La civière fut sortie de la salle. Darius se précipita à leur suite. À ce moment-là, Nia regarda son père. Elle s'attendait à tout, un cri, une accusation, peut-être même un coup physique. Mais elle cherchait même une goutte de soutien dans ses yeux. Elle était toujours sa fille. Elia se redressa. Il se tourna vers elle, son visage violet de rage. Il s'approcha d'elle, ses yeux étaient glacials. Il saisit son bras au-dessus du coude. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau comme des griffes. Espèce d'idiote, siffla-t-il si doucement que personne d'autre qu'elle ne pouvait l'entendre. La haine résonnait dans sa voix. Tu ne l'as pas démasqué, tu as juste détruit cette famille. Il lui jeta le bras, se tourna et se dirigea rapidement vers la sortie, suivant l'ambulance sans se retourner. Nia resta seule au milieu d'une célébration ruinée, dans sa robe de mariée blanche immaculée, qui ressemblait maintenant à un linceul. Les invités la regardaient avec jugement, peur et curiosité. Elle était le centre de l'attention, mais elle ne s'était jamais sentie aussi isolée de sa vie. La famille venait de la juger. Nia resta là. Les invités, saisis par une vague de malaise, offrirent rapidement des adieux précipités et se dispersèrent, prenant soin de ne pas croiser son regard. Le grand Magnolia Ballroom, rempli de rires et de musique il y a à peine 10 minutes, se vida rapidement. Les serveurs débarrassèrent silencieusement la nourriture presque intacte des tables. La fête était morte. Elle posa le verre. Ses mains étaient fermes. Tout à l'intérieur d'elle était réduit en cendres. Seule une cendre froide et résonnante restait. Elle devait faire quelque chose, aller quelque part. Après la partie officielle, la famille et les amis les plus proches se réunissaient toujours dans la plus petite salle de banquet pour une célébration privée. Elle était de la famille, du moins elle le pensait jusqu'à ce soir. Ramassant l'ourlet de la robe lourde, qui lui semblait maintenant étrangère, elle se dirigea vers la porte discrète au bout du couloir. Marcus, l'agent de sécurité, qu'elle connaissait depuis des années, lui bloqua le passage. Il ne la regardait pas dans les yeux. Son regard était fixé ailleurs, sur le mur richement décoré. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas entrer là-dedans » Ses mots étaient calmes, presque apologétiques. « Que voulez-vous dire, je ne peux pas, Marcus ?» La voix de Nia était égale, dépourvue d'émotion. « Ma famille est là-dedans. » Monsieur a donné l'ordre, il la regarda finalement dans les yeux, qui contenaient un mélange de pitié et de peur. Il a dit que vous ne deviez pas être admise. C'était le premier coup, direct, sans prétention. Elle avait été effacée. Elle ne faisait plus partie du cercle restreint. Elle hocha la tête, ne voulant pas lui montrer son humiliation, se tourna et se dirigea vers la sortie. Le vestiaire lui tendit silencieusement un manteau léger, qu'elle drapa sur ses épaules par-dessus sa robe de mariée. Dehors, l'air frais de la nuit la frappa. « Elle est là un taxi. »« Où allez-vous » demanda le chauffeur avec curiosité, étudiant la mariée sans mari dans son rétroviseur. Nia donna l'adresse du nouveau condo que son père lui avait offert à elle et à Darius pour le mariage, leur nid d'amour, sa nouvelle maison. Le trajet à travers la ville la nuit était surréaliste, des devantures de magasins lumineuses, des piétons clairsemés, les feux de circulation. Tout cela semblait des scènes du film de quelqu'un d'autre. Le taxi s'arrêta devant le nouvel immeuble de grande hauteur exclusif. Le concierge, la saluant poliment, ouvrit la porte. Elle prit l'ascenseur jusqu'à son étage, se dirigea vers la porte de leur appartement, numéro 77, et introduisit sa clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. Elle essaya à nouveau, puis à nouveau, en vain. Elle secoua la poignée. Fermée à clé. La serrure avait été changée le temps qu'elle arrive. Quelqu'un était déjà arrivé et avait remplacé la serrure. Darius ou les gens de son père. Si vite, si impitoyablement. Elle reposa son front contre la porte métallique froide. Derrière cette porte se trouvaient ses affaires, ses vêtements, ses livres, une partie de sa vie à laquelle l'accès venait d'être coupé. Le téléphone vibra dans la poche de son manteau.
Elle le sortit. Le nom EPR clignotait sur l'écran. Elle répondit. Allô? Où es-tu? La voix de son père était glaciale, pragmatique, sans émotion. À la porte de mon appartement, auquel je ne peux pas accéder. Ce n'est plus ton appartement, ni ton travail. À partir de demain, tu es renvoyé de l'usine, continua-t-il, dictant les mots pour le scandale public qui a endommagé la réputation de l'entreprise et de la famille. Tes comptes bancaires sont gelés. Ils étaient tous liés au compte de l'entreprise, alors n'essaie pas de retirer un centime. C'est tout. Ne rappelle plus ce numéro. La ligne se coupa. Il avait raccroché. Le bannissement était complet et définitif. Pas de travail, pas d'argent, pas de maison. Elle s'effondra lentement sur le sol dans le couloir vide, appuyant son dos contre le mur. La robe de mariée s'étendit autour d'elle comme un nuage blanc. Elle avait besoin d'appeler quelqu'un. Il devait y avoir quelqu'un. Elle trouva le numéro de Monsieur Sterling, le partenaire commercial de longue date de son père. Il la connaissait depuis l'enfance, l'appelant toujours chéri. Il répondit après la 3e sonnerie. Bonjour, Monsieur Sterling, c'est Nia. Un lourd silence plana à l'autre bout du fil. Nia, je suis très occupé en ce moment, balbutia-t-il rapidement, je ne peux pas parler, et il raccrocha sans la laisser finir, sans demander ce qui n'allait pas. Elle sentit la première larme rouler sur sa joue. Elle l'essuya avec le dos de sa main. Je ne peux pas m'effondrer maintenant. Elle composa un autre numéro, celui de Madame Dubois, l'amie de sa défunte mère, qui l'embrassait à chaque rencontre et disait combien elle ressemblait à sa mère. Oui, ma chérie, sa voix sonna inquiète. Les rumeurs devaient déjà s'être répandues dans la ville. Madame Dubois, bonjour, j'ai des ennuis. Je n'ai nulle part où dormir ce soir. Pourrais-je? La ligne se coupa soudainement. Nia regarda l'écran. Appel terminé. Elle rappela. L'abonné n'était pas disponible. Elle avait été bloquée. C'était ça. Son monde entier, si stable et prévisible, avait cessé d'exister en l'espace d'une heure. Elle était une paria, un actif toxique que tout le monde se précipitait pour jeter. Elle se leva. Elle devait partir, mais où? Puis une image fit surface dans sa mémoire, une vieille maison à la périphérie de la ville, envahie par du lierre sauvage, une maison que son père lui avait strictement interdit de visiter, la maison de sa tante Vivian, la sœur aînée de son père, à qui il n'avait pas parlé depuis 20 ans. Elle est un poison pour cette famille. Oublie qu'elle existe, lui avait-il dit une fois quand Nia était adolescente. Maintenant, ce poison était son seul espoir. Elle sortit. Il commença à pleuvoir, une bruine fine, froide et désagréable. Elle commença immédiatement à s'infiltrer à travers le tissu fin de son manteau et de sa robe de mariée. Elle marcha. Elle n'avait pas d'argent pour un taxi, et demander une course gratuite à un chauffeur était hors de question. Elle traversa toute la ville, et sa tenue de mariage se transforma en un gâchis détrempé et sale. Ses talons claquaient sur l'asphalte mouillé. Les gens, les rares piétons, s'écartaient de l'étrange silhouette de la mariée marchant seule sous la pluie. Son maquillage coula, laissant des traces sombres sur ses joues. 1 heure plus tard, elle atteignit l'endroit, une vieille maison en briques solides mais en retrait dans une cour envahie par la végétation. Des lumières étaient allumées aux fenêtres. Elle s'approcha de la lourde porte en bois et frappa. La porte fut ouverte par une femme grande et mince aux cheveux gris tirés en un chignon serré. Vivian. Elle ressemblait beaucoup à son père, les mêmes traits acérés, mais ses yeux semblaient différents, non pas autoritaires mais pénétrants, comme s'il voyait à travers une personne. Elle regarda Nia, sa robe mouillée, son mascara étalé. Aucune surprise ni pitié ne se lisait sur son visage. J'attendais que l'un des enfants d'Elia finisse par voir la vérité, dit-elle d'une voix calme et posée. Entre, tu vas prendre froid. À l'intérieur, la maison était simple mais confortable. Elle sentait les herbes séchées et les vieux livres. Vivian lui donna une grande serviette douce et un peignoir vieux mais chaud. Pendant que Nia se changeait dans la salle de bain, Vivian prépara du thé. Elles s'assirent dans la cuisine. Nia but silencieusement le thé chaud et sucré, essayant de se réchauffer. Alors il t'a jeté dehors? Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Vivian la regarda avec ses yeux clairs et froids. Nia hocha la tête. Il a dit que j'avais détruit la famille à cause d'une dette que Darius avait. Vivian laissa échapper un rire amer. Pauvre fille naïve,
tu crois toujours que c'est à propos de Darius? Nia leva les yeux vers elle. Qui d'autre? Père a dit que Vance avait une dette de 750 000 $ et que ce mariage était un moyen de l'attacher, de le forcer à travailler pour la famille pour rembourser chaque centime. Elia a toujours su raconter un bon mensonge, coupa Vivian. Elle se pencha sur la table vers Nia. La dette était bien de 750 000 $, seulement ce n'était pas la dette de Darius. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. C'était la dette de Simone, ta petite sœur. Nia halta. Quoi? Comment? Très simple, continua Vivian impitoyablement. Depuis quelques années, ta sœur mène une double vie. Pendant que tu travaillais à l'usine à contrôler la qualité des produits, elle s'envolait pour Miami et Vegas, des hôtels de luxe, des restaurants chers, des vêtements de créateurs. Elle a toujours voulu un style de vie au-dessus de ses moyens. Elle a emprunté de l'argent à des prêteurs louches à des taux d'intérêt exorbitants. Quand la dette a grimpé à 750 000 $ et que les créanciers ont menacé de venir voir Elia, il est entré dans une rage folle. Mais Simone, sa chérie, sa préférée, il ne pouvait pas laisser un scandale toucher son nom. Vivian se rassit sur sa chaise. Et puis Darius est arrivé, ambitieux, beau, issu d'une bonne famille, mais fauché. Le candidat idéal. Elia lui a proposé un marché, il rembourse la dette de Simone, et Darius se marie, mais pas avec Simone. Non, Simone devait rester propre. Il devait épouser, toi, la Nia fiable et obéissante, qui ne pose jamais trop de questions. De cette façon, il a attaché Darius à la famille, le rendant redevable, et toi, tu étais le paiement dans l'accord, la garantie. Le monde venait de basculer à nouveau. La trahison était plus profonde, plus laide qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle n'était pas seulement une mariée humiliée. Elle était un atout de négociation dans une opération visant à sauver la réputation de sa sœur. Nia était assise la tête baissée. Elle n'avait pas la force d'être en colère, seulement une douleur sourde et envahissante. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant » murmura-t-elle. Vivian resta silencieuse un instant, la regardant attentivement. Puis elle se leva, se dirigea vers une vieille commode et sortit quelque chose de petit d'un tiroir. Elle revint et plaça une vieille clé ternie sur une simple ficelle devant Nia. Pour commencer, arrête de te voir comme une victime. Ta mère n'était pas idiote, Mia. Elle a vu ton père et ta sœur pour ce qu'ils étaient. Elle t'a laissé des outils. Nia fixa l'ancienne clé posée sur la table de la cuisine. Elle était lourde, une vraie clé, le genre qu'il ne fabriquait plus. Des outils, le mot de sa tante résonna dans sa tête. Elle ramassa la clé, et le métal froid sembla lui transmettre une part de sa dureté. « À quoi sert cette clé » demanda-t-elle, levant les yeux vers Vivian. « Un petit studio dans un vieux quartier près de Riverbend » répondit Vivian, ramassant les tasses à thé. « Ta mère l'a acheté bien avant de mourir, elle l'a gardé secret pour Elia. Elle appelait ça son sanctuaire, un endroit où elle pouvait respirer et penser sans son contrôle constant. Il ne l'a jamais découvert. Après sa mort, j'ai continué à payer les factures pour que l'appartement ne soit pas repris. Je savais qu'il pourrait être nécessaire un jour, Naya. Naya passa la nuit chez sa tante dans une petite chambre d'amis. Elle ne dormit pas, elle resta allongée à regarder le plafond, repassant les événements des dernières 24 heures, humiliation, bannissement, trahison, et maintenant ce secret laissé par sa mère. Le matin, Vivian lui donna un peu d'argent liquide pour le moment et des vêtements simples, un pantalon sombre et un pull gris qui avait appartenu à sa fille. En se changeant et en sortant du peignoir de sa tante, Nia ressentit une semblance de calme pour la première fois depuis des heures. La robe de mariée, sale et froissée, gisait en un tas informe dans un coin. « Je t'ai écrit l'adresse » dit Vivian quand Nia partit. « Vas-y, Nia, et souviens-toi, ta mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue, bien plus forte que ton père. » Elle dut prendre le bus. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ville défiler, une ville qui n'était plus la sienne. Il y avait la boulangerie où elle et son père mangeaient des glaces quand elle était petite. Il y avait le théâtre où Darius l'avait emmenée à leur premier rendez-vous. Et il y avait l'imposant bâtiment gris de leur usine, et Family Foods, où elle avait travaillé pendant les 15 dernières années. Tout cela faisait maintenant partie de la vie de quelqu'un d'autre. La maison près de Riverbend s'avéra être un immeuble en briques ordinaires, délabré, de 3 étages, sans concierge ni hall brillant. Nia monta l'escalier grinçant jusqu'au 3e étage et trouva la porte numéro 24. Son cœur battait à tout rompre. Elle inséra la vieille clé dans la serrure.
Elle tourna avec un grincement fort et rouillé. La porte s'ouvrit, et Nia entra dans le passé. L'appartement était minuscule mais parfaitement propre. L'air était vicié, sentant la poussière et le temps. Des meubles simples, un canapé-lit, un fauteuil, un bureau près de la fenêtre, une petite cuisine derrière un rideau. Tout était à sa place, recouvert d'une fine couche de poussière. C'était comme si le propriétaire venait de sortir et reviendrait à tout moment. Au mur était accroché un calendrier à effeuiller, figé à une date d'il y a 10 ans, le jour de la mort de sa mère. Nia se promena lentement dans la pièce, passant sa main sur le bureau. Que cherchait-elle? Quels outils? Elle ouvrit le placard. Quelques-unes des robes simples de sa mère y étaient suspendues, son vieux manteau. Des piles de livres tapissaient les étagères, rien d'inhabituel. Son regard se posa sur le bureau. Il était vide à l'exception d'une vieille lampe de bureau. Elle tira les tiroirs, les deux du haut étaient déverrouillés. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier propre, des stylos, des trombones, tout comme on pouvait s'y attendre de la part d'une personne qui attachait de l'importance à l'ordre. Mais le tiroir du bas était verrouillé. Nia sortit la clé que Vivian lui avait donnée, elle ne correspondait pas. Elle essaya de la tourner dans tous les sens, mais ce fut inutile. La déception gonfla dans sa gorge. Tout cela avait-il été vain? Elle s'assit sur la chaise et regarda autour d'elle. Son regard se posa une fois de plus sur le calendrier 10 ans. Elle s'approcha, toucha la feuille jaunie, et remarqua soudain une minuscule éraflure sur le mur derrière elle, comme si quelque chose avait été caché. Elle décolla soigneusement le coin du calendrier. Scotchée au mur se trouvait une petite clé, une clé de serrure de meuble, fixée avec un morceau de ruban adhésif. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle inséra la petite clé dans la serrure du tiroir du bas. Il fit un déclic. Elle ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un épais registre avec une couverture rigide vert foncé. Nia le sortit et le posa sur le bureau. Ce n'était pas un journal intime. La première page, dans l'écriture soignée et minuscule de sa mère, disait « Journal des incohérences, bail de production 2 ». Elle commença à feuilleter les pages, un frisson la parcourant à chaque tour. C'était un enregistrement méticuleux et détaillé de toutes les anomalies de production au cours des 2 dernières années de la vie de sa mère, date, numéro de lot, nom de produit et 2 colonnes, la raison officielle de la mise au rebut et le sort réel des marchandises. Un enregistrement du 15 mars, produit, ragoût de bœuf de première qualité, numéro de lot, 481, mise au rebut, 800 boîtes, raison officielle, rupture d'intégrité du joint pendant le transport. Et à côté, dans l'autre colonne, sort réel, vendu via avec Johnson, paiement en espèces, certains livrés à EPA. Enregistrement du 29 avril, produit, les concentrés, numéro de lot 512, mis au rebut 1200 boîtes, raison officielle, défaut de fabrication, teneur en matière grasse non conforme à la norme. À côté, sort réel, vendu au City Market, paiement en espèces, certains livrés à EPA. Page après page, des dizaines d'entrées. Des centaines de milliers d'unités de produits enregistrés comme défectueuses, avariées ou cassées, mais en réalité vendues en secret contre de l'argent. Il s'agissait d'un empire commercial clandestin entier fonctionnant parallèlement à l'empire officiel. Son père volait sa propre entreprise depuis des années. Elle, en tant que responsable du contrôle qualité, n'avait rien vu ou n'avait pas voulu voir. Elle avait cru les documents qu'il lui avait fournis. Nia ferma le livre. C'était l'outil, non seulement la preuve du vol, mais une arme. Mais elle ne savait pas comment l'utiliser. Ces entrées n'étaient que des chiffres. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse confirmer comment ces énormes lots de marchandises mises au rebut pouvaient quitter discrètement les entrepôts, quelqu'un de l'intérieur. Et elle se souvint de Calvin. Monsieur Calvin Jasper, le contremaître d'entrepôt sévère et taciturne, qui travaillait à l'usine avant même sa naissance. Il était le seul aux réunions de planification qui osait contredire son père, ce pourquoi son père le détestait et menaçait constamment de le renvoyer. Mais il ne le renvoyait pas parce que personne ne connaissait mieux le fonctionnement de l'entrepôt que Calvin, et surtout, Calvin respectait profondément sa mère. Il disait souvent à Nia, « Votre mère était une femme de conscience. » Elle trouva son numéro dans un vieux carnet de contact sur son téléphone. Elle appela. Calvin ne répondit pas tout de suite. Sa voix au téléphone sonnait fatiguée et prudente. « Monsieur Jasper, c'est Nia. Nia, il fit une pause, j'ai entendu ce qui s'est passé. Mes condoléances. J'ai besoin de votre aide, dit-elle rapidement. C'est vital,
et cela concerne ma mère. La mention de sa mère fit mouche. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas parler au téléphone. Rencontrons-nous quelque part où nous ne serons pas vus. Il fit une pause, réfléchissant. D'accord, dans 1 heure à l'ancien dépôt de bus près du quai 7. Le dépôt de bus était un endroit bruyant et animé, parfait pour se fondre dans la foule. Nia arriva tôt, s'assit sur un banc, serrant fermement le sac contenant le registre. Elle ressentait un mélange de peur et d'espoir. Calvin était sa seule chance. Il apparut exactement à l'heure convenue, mais ce n'était pas le Calvin qu'elle connaissait. Il avait l'air effrayé. Ses yeux allaient dans tous les sens. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule. Il s'approcha d'elle mais ne s'assit pas. Parlez vite, lança-t-il, sans la regarder. Monsieur Jasper, j'ai trouvé des enregistrements de ma mère, commença-t-elle, ouvrant son sac. Il prouve que père vend des produits au noir depuis des années. Tenez, regardez. Elle s'apprêtait à sortir le livre, mais il recula comme si elle était infectée. Non, ne le faites pas, murmura-t-il, levant les mains. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous ne pouvez pas? Nia n'en croyait pas ses oreilles. C'est notre chance de tout arranger, de rendre justice à la mémoire de ma mère. Il finit par la regarder dans les yeux, et son regard était une supplication désespérée. Je ne peux pas, Nia. Monsieur Elia vient de me promouvoir. Nia se figea. Je suis le nouveau responsable du contrôle qualité, dit-il, chaque mot étant manifestement difficile à prononcer. J'ai pris votre ancien poste avec un salaire 3 fois plus élevé. Ma femme est malade. J'ai des petits-enfants. Je ne peux pas. Je suis désolé. Il se retourna et s'éloigna sans se retourner, se dissolvant rapidement dans la foule des passagers se précipitant vers leur bus. Nia resta assise sur le banc seule au milieu du bruit et de l'agitation de la vie d'étranger. Son dernier espoir venait de s'éloigner, la laissant dans un isolement complet et absolu. Nia resta assise sur le banc. Les bus arrivaient et partaient, les gens se précipitaient et s'agitaient, mais elle restait immobile, serrant le sac contenant son trésor désormais inutile. La trahison de Calvin était pire que le coup de son père. Son père était un ennemi, on pouvait s'attendre à tout de lui. Mais Calvin, il était le dernier fil la reliant au passé, à la mémoire de sa mère, à la conviction que la décence existait encore. Et ce fil venait d'être coupé, acheté pour 30 pièces d'argent, son propre emploi. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là. Elle ne sortit de sa torpeur que lorsqu'une voiture de patrouille de la police s'arrêta à proximité. Un jeune sergent la regarda avec sympathie. « Madame, ça va? Vous êtes assise ici depuis 2 heures sans bouger. » « Ça va, répondit Nia d'un ton monocorde, se levant. J'attendais juste. Je m'en vais maintenant. Le retour chez Vivian sembla encore plus long. Ses jambes lui semblaient en coton, et sa tête était embrumée. Elle retourna à la vieille maison de la périphérie comme un chien battu. Vivian l'attendait sur le pas de la porte. Elle ne demanda rien, elle comprit tout en voyant le visage de Nia. Elle la conduisit silencieusement à la cuisine et lui versa une autre tasse de thé. Nia lui raconta tout, les yeux terrifiés de Calvin, sa promotion. Elle s'attendait à ce que sa tante soit déçue, qu'elle abandonne, mais Vivian se contenta de pincer les lèvres en une ligne fine et dure. Je le savais, dit-elle, une colère froide résonnant dans sa voix. C'est sa méthode. Elia ne se contente pas de punir ses ennemis, il achète ses amis. Il trouve le point faible d'une personne, une femme malade, une hypothèque, la peur de la pauvreté, et il appuie dessus jusqu'à ce qu'elle cède. Calvin n'est pas un traître, Nia, c'est une autre de ses victimes. Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Le désespoir fit surface dans la voix de Nia. Sans témoignage de l'intérieur, ce registre n'est qu'un bout de papier. Vivian se leva et alla à la fenêtre, joignant les mains derrière son dos. Si tu ne peux pas entrer par la porte, tu dois chercher une fenêtre. Il y a une autre personne dans cette ville qui déteste ton père autant que moi, peut-être plus. Qui est-ce? Il s'appelle André Thorne, dit Vivian lentement. Il était le meilleur journaliste d'investigation de notre État, vif, agressif, n'ayant peur de rien. Il y a 5 ans, il a commencé à enquêter sur l'une des transactions d'Elia concernant la fourniture de produits au système scolaire de l'État. Il s'est trop approché, et qu'a fait père? Il ne l'a pas menacé ni corrompu. Cela aurait été trop simple, railla Vivian. Elia a fait en sorte qu'il semble qu'André lui-même prenait des pots de vin pour ses articles à charge,
de faux témoins, des enregistrements audio fabriqués. Andrei a été renvoyé en disgrâce. Le rédacteur en chef de son journal, son meilleur ami, l'a publiquement désavoué. Tout le monde lui a tourné le dos. Elia n'a pas seulement brisé sa carrière, il a détruit son nom, sa réputation. Il l'a traîné dans la boue. Nia écouta, et un faible espoir s'alluma en elle. Où puis-je le trouver? J'ai bien peur qu'il ne soit pas dans une bonne situation en ce moment. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il écrivait des textes publicitaires bon marché pour une petite entreprise appelée Creative Plus. C'est au sous-sol d'un ancien centre d'affaires. Trouver Creative Plus ne fut pas difficile. Un panneau en plastique délavé était suspendu au-dessus d'un escalier raide menant à un sous-sol. Nia descendit. L'odeur piquante du tabac bon marché, du café instantané et de l'air vicié lui frappa le nez. Dans la petite pièce encombrée de papier, un homme dans la quarantaine était assis derrière un vieil ordinateur, mince, avec des cernes sous les yeux et une barbe de 3 jours. Un cendrier débordant était posé sur le bureau devant lui. « Que voulez-vous » demanda-t-il sans lever les yeux de l'écran. « Les slogans pour lavage de voitures sont en solde aujourd'hui. J'ai besoin d'André Thorne. » « Eh bien, vous l'avez trouvé. » Il finit par détourner le regard de l'écran. Ses yeux étaient fatigués et cyniques. « À quoi dois-je la visite d'une dame respectable dans ma crypte ?» Nia s'approcha et posa le registre de sa mère sur son bureau. « Je m'appelle Niae, et j'ai besoin de votre aide. »« Mon père. » Il gloussa, voyant son nom de famille. « Eh, la fille du grand Eliae. Vous avez une dispute familiale ? » ?»« Désolé, je ne suis pas intéressé. Je ne fouille plus dans le linge sale des autres, surtout les famillais. Une fois m'a suffi. » Il se tourna ostensiblement vers son ordinateur. « Je sais ce qu'il vous a fait, » dit Nia fermement, et j'ai la preuve qu'il a fraudé sa propre usine pendant des années. Andrei se retourna vers elle. Une lueur d'intérêt traversa ses yeux mais disparut rapidement. Une preuve, railla-t-il avec scepticisme, mais il prit néanmoins le registre et feuilleta nonchalamment quelques pages. Une écriture soignée, des chiffres, des dates. Et qu'est-ce que cela prouve ? Que votre père n'a pas payé d'impôt sur une partie de ses bénéfices ? Une petite fraude fiscale. Tous les autres hommes d'affaires de notre ville le font. Au tribunal, il dira que c'est un faux, qu'une fille rancunière cherche à se venger. Aucun procureur ne touchera à une affaire comme celle-ci contre Eliae. Rentrez chez vous, mademoiselle, ne perdez pas mon temps ni le vôtre. Il repoussa le livre. Nia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Allait-il refuser, lui aussi ? Le désespoir lui donna de la force. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement du vol. Elle attrapa le livre, tournant frénétiquement les pages. Il y a un système ici. Regardez les dates. Elle pointa du doigt quelques entrées consécutives. Ici, le 28 octobre, le dernier vendredi du mois. Ici, le 25 novembre, le dernier vendredi. Le 30 décembre, également le dernier vendredi. Il se débarrassait d'énormes lots de marchandises le même jour de chaque mois. Ce ne peut pas être une coïncidence. Andrei se figea. Il ramassa le registre avec un mouvement différent, plus concentré. Il regarda attentivement les dates que Nia avait indiquées. Le masque cynique sur son visage commença à se fissurer. Il feuilleta encore quelques pages. Ses yeux scannèrent rapidement les lignes. Le dernier vendredi de chaque mois, murmura-t-il pour lui-même. Une étincelle s'alluma dans ses yeux ternes, cette même étincelle d'excitation qu'Eliae avait tenté d'éteindre il y a 5 ans. Il se leva brusquement, repoussant sa chaise en arrière. « Attendez ici. » Il se dirigea vers une énorme armoire métallique dans le coin de la pièce, tâtonna longuement avec un trousseau de clés et finit par l'ouvrir en grinçant. L'armoire était remplie de vieux dossiers poussiéreux et de coupures de journaux. C'étaient ses archives privées, tout ce qui restait de sa vie passée. Il sortit plusieurs dossiers épais étiquetés et City News de différentes années et les déversa sur le bureau. La poussière tourbillonna dans l'air. Il commença à travailler rapidement, concentré comme un chirurgien. Il ouvrit le registre à la première date mentionnée par Nia et commença à passer au crible les feuilles de journaux jaunis. D'accord, octobre, il y a 10 ans, dernier vendredi, marmonna-t-il. Le voilà. Il étala une page de journal et la montra à Nia. Il y avait une photo en première page, un Eliae souriant serrant la main du directeur de la maison d'enfants de la ville,
et sous la photo un titre énorme, généreux don de Family Foods. La maison d'enfants a reçu une cargaison de ragoût de bœuf et de lait concentré. Nia halta. Elle regarda le registre. La date correspondait, les produits correspondaient. Seulement, dans le registre, ils étaient répertoriés comme défectueux, rupture d'intégrité du joint. Date suivante rapidement, dit Andrei avec fièvre. Il n'avait plus l'air d'un rédacteur publicitaire brûlé, c'était un chien de chasse qui flairait une piste. Novembre et un autre article, aide aux anciens combattants. Eliae a fait don de paniers de nourriture au conseil des anciens combattants de la ville. Décembre, miracle des fêtes. L'école intermédiaire numéro 3 remercie la famille et pour les cadeaux des fêtes. Et à chaque fois, dans le registre de sa mère, ces mêmes produits étaient enregistrés comme avariés, non conformes à la norme, mis au rebut. Andrei se pencha en arrière sur sa chaise et regarda Nia. Son visage était pâle. « Mon Dieu, murmura-t-il. Ce ne sont pas des marchandises mises au rebut, c'était de la charité. » Il a obtenu une reconnaissance publique et d'énormes réductions d'impôts pour cela pendant des années. Mais en réalité, il faisait don de marchandises avariées. Il nourrissait des orphelins et des personnes âgées avec ceux qui auraient dû aller à la décharge. Maintenant, ce n'était plus seulement de la fraude, c'était monstrueux. « Je vais vous aider, dit Andrei fermement. De l'acier résonna dans sa voix. Nous allons le détruire. Il attrapa son téléphone pour passer le premier appel à un ancien contact dans un journal régional concurrent, la seule publication importante non contrôlée par Eliae. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, une notification apparut sur l'écran de son smartphone. Nouvelles urgentes du portail principal de la ville. Andrei s'arrêta en plein mouvement. Il tourna silencieusement l'écran du téléphone vers Nia. L'écran affichait une grande photographie glacée, Darius et Simone. Ils se tenaient enlacés devant le logo de Family Foods. Tous deux rayonnaient de bonheur, et sous la photo se trouvait un titre en caractères gras, L'amour triomphe. Family Foods annonce le nouveau directeur Darius Vance à la suite de l'annulation du mariage avec une mariée vengeresse. Andrei cliqua sur le lien. L'article s'ouvrit, occupant instantanément tout l'écran. Ce n'était pas seulement une nouvelle, c'était un verdict, rendu et exécuté devant toute la ville. Nia lut, et les mots se brouillèrent devant ses yeux, puis se rassemblèrent à nouveau en phrases laides et venimeuses. Le texte était écrit avec fluidité, professionnellement, avec une emphase astucieusement placée sur la pitié et la sympathie pour tout le monde sauf elle. La tragique histoire d'amour qui a failli être détruite par un moment de faiblesse et de jalousie féminine, proclamait l'article. Comme notre portail l'a appris, la décision d'annuler le mariage entre Darius Vance et Nia a été mutuelle et prise quelques heures avant la cérémonie. Nia, incapable de faire face à l'amère vérité que le cœur de son fiancé appartenait à une autre, a organisé une scène honteuse lors du mariage, tentant de calomnier non seulement son ancien bien-aimé, mais sa propre famille. Andrei lut les extraits à haute voix, sa voix dépourvue de toute émotion, ce qui rendait les mots encore plus blessants. Dans une interview exclusive avec notre correspondant, Simone est, au cœur brisé mais volontaire, qui se remet maintenant d'une dépression nerveuse, et son fidèle bien-aimé Darius Vance ont partagé leur histoire blablabla. Nous nous aimions depuis 10 ans, mais le devoir envers la famille et le respect de ma sœur aînée nous ont empêchés d'être ensemble, cita Darius. Quand Nia a appris la vérité, nous avons convenu de nous séparer en amis. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, peut-être que la douleur était trop forte. L'histoire de la dette était une pure invention, les divagations d'une femme jalouse et rancunière. Puis vint encore plus. L'article citait des sources proches de la famille qui affirmaient que Nia avait toujours été difficile, repliée sur elle-même et envieuse de sa sœur plus brillante et extravertie. Sa question à son père lors du mariage était présentée comme un acte prémédité et vengeur visant à détruire l'entreprise familiale par dépit personnel. Il ne se contente pas de se défendre, dit Andrei, en posant le téléphone. Son visage était grave. Ils attaquent. Ils sont en train de créer une image de vous, la vieille fille folle et vengeresse, et ils l'ont fait en une nuit, rapidement, professionnellement. Votre père n'a pas perdu de temps. Nia était silencieuse. Elle se sentait lentement enveloppée dans du béton. Elle n'avait pas seulement été mise à la porte, elle était en train d'être effacée, et une laide caricature était peinte à sa place. Maintenant, elle n'était plus la victime d'une trahison, elle était la méchante. Elle retourna chez Vivian, dévastée. Sa tante avait déjà tout lu en ligne. Elle se contenta de secouer la tête. C'est son style, d'abord détruire la réputation, et ensuite tu peux faire tout ce que tu veux à la personne. Toute la ville parle déjà de toi,
Nia. Nia sentit que dès le lendemain, elle devait aller à la pharmacie chercher un antidouleur, sa tête était sur le point d'éclater à cause de la tension. Elle rabattit sur sa tête la capuche d'une vieille veste que Vivian lui avait donnée et sortit. Elle rencontra Miss Davis, leur voisine de l'ancien appartement où Nia avait grandi. Miss Davis souriait toujours gentiment et s'enquérait de son travail. En voyant Nia, Miss Davis se figea une seconde, son visage se crispa dans une expression de peur. Elle fit semblant de ne pas la voir et traversa brusquement de l'autre côté de la rue, manquant de se faire heurter par une voiture, s'enfuyant littéralement. À la pharmacie, le jeune pharmacien, qui, il y a à peine une semaine, l'avait admirée et s'était enquis des préparatifs du mariage, la servit avec un visage glacial, sans dire un mot et en claquant la monnaie sur le comptoir. Les gens la fixaient de partout depuis les fenêtres des maisons, depuis les voitures qui passaient. Les gens chuchotaient derrière son dos. Elle entendit des bribes de phrases, cette fille est. Quelle honte. D'avoir piégé son propre père comme ça. Elle n'était pas seulement une paria, elle était devenue une lépreuse dans sa propre ville. La pression sociale était presque physiquement palpable. Elle pesait sur ses épaules, rendant la respiration difficile. Ce soir-là, elle était de retour dans le bureau du sous-sol d'André. Le grand livre est bon, dit-il, arpentant nerveusement son espace exigu, mais ce n'est plus suffisant maintenant. Ils ont empoisonné l'opinion publique. Si nous sortons ces documents maintenant, tout le monde dira que cela fait partie de votre vengeance, que vous avez falsifié l'écriture de votre mère pour détruire votre père et votre sœur. Nous avons besoin de quelque chose d'autre, quelque chose qui prouve qu'il ne s'agissait pas seulement d'une fraude fiscale, mais d'une longue conspiration cynique. Nous avons besoin de preuves que Simone et Darius étaient de connivence avec votre père, qu'ils étaient au courant. Nia était assise sur le tabouret branlant, fixant l'écran de son ordinateur, où était toujours accrochée cette même photographie, les visages heureux et rayonnants des vainqueurs, Darius, Simone. Son regard effleura automatiquement leurs vêtements et leurs coiffures, et soudain, il s'arrêta sur quelque chose qui scintillait sur le cou de Simone. Elle se pencha en avant. André remarqua son regard tendu. « Qu'est-ce que c'est ?» Zoom sur la photo, demanda Nia, la voix rauque. En quelques clics de souris, André agrandit l'image. Maintenant, le cou et la poitrine de Simone étaient visibles en détail. Elle portait un collier, une délicate chaîne en or avec 3 grosses pierres bleues foncées entourées d'une myriade de petits diamants. Des saphirs. Nia fixa le collier, et un froid glacial commença lentement à remonter de son estomac à sa gorge. Elle connaissait cette pièce, chaque facette, chaque courbe. Elle l'avait vue des centaines de fois dans le coffret à bijoux sur la commode de sa mère. C'est impossible, murmura-t-elle. Ce n'était pas seulement de la colère qui la saisissait, c'était une horreur froide et gluante. Elle se leva d'un bond, renversant la chaise. Je dois y aller, lâcha-t-elle à un André stupéfait, s'enfuyant du sous-sol sans entendre ses questions. Elle courait presque dans les rues du soir. Une pensée martelait dans sa tête, une image se colliait. Elle fit irruption dans la maison de Vivian comme un ouragan. Sa tante, qui lisait dans un fauteuil, leva les yeux, surprise. Tante Vivian, Nia était à bout de souffle, le collier de ma mère, sa pièce principale, tu t'en souviens? Bien sûr, je me souviens, répondit Vivian lentement, posant son livre, l'œuvre française antique, des saphirs bleu et profonds. Grand-mère les appelait les larmes de la veuve. Pourquoi? Il est sur Simone, exhala Nia, sur cette photo en ligne, sur elle, autour de son cou. Le visage de Vivian se figea. Elle se leva lentement de son fauteuil. Montre-moi. Nia, avec des mains tremblantes, sortit son téléphone, trouva l'article et le tendit à sa tante. Vivian prit le téléphone, le tenant près de ses yeux. Pendant quelques secondes, elle fixa l'écran en silence. Lorsqu'elle baissa le téléphone, son visage était gris. Oui, c'est lui. Il n'y a aucun doute. Mais comment? Nia murmura. Où l'a-t-elle trouvé? Père ne l'aurait jamais laissé prendre les affaires de maman, jamais. Il ne l'a pas permis, dit Vivian doucement. Sa voix était pleine d'une étrange et terrifiante certitude. Parce qu'il ne savait même pas où il était. Ce collier, Nia, continua Vivian, la regardant droit dans les yeux, et il y avait un abîme dans son regard, sa pièce la plus précieuse. Il a disparu de sa boîte à bijoux le jour de sa mort. Les jambes de Nia se dérobèrent, et elle s'affaissa sur une chaise. Elle ne pouvait plus respirer.
Ce jour-là même, termina Vivian, ses mots tombant dans le silence comme une pierre dans un puits profond, il y a 10 ans, le jour même où Darius Vance a franchi pour la première fois le seuil de votre usine, et le jour même où il dit maintenant à tout le monde que son amour secret pour Simone a commencé. Les mots de Vivian flottaient dans l'air, le jour de la mort, le jour où Darius est apparu, le jour où l'amour secret a commencé, 3 points qui se rejoignaient soudainement en une seule ligne laide et écœurante. Ce n'était plus seulement une trahison ou une humiliation, c'était une toile de mensonges nauséabonde et gluante tissée sur 10 ans. Leur amour n'était pas seulement un secret, c'était une conspiration, un complot qui a commencé par un vol. Ils n'ont pas seulement volé un collier, ils ont volé le dernier objet de valeur appartenant à une femme mourante et ont ensuite construit leur relation sur cette fondation. Nia se leva. Sa tête était plus claire que jamais. La douleur avait disparu, remplacée par une fureur froide et teintante. Je dois y retourner, dit-elle, fixant le vide. Où, Nia, demanda Vivian. À son appartement, le sanctuaire. Il doit y avoir autre chose. Elle n'a pas pu ne laisser que le grand livre. C'était pour les affaires. Ceci est personnel. Vivian hocha la tête en silence, comprenant tout sans mot dire. Nia reprit le bus à travers la ville, mais cette fois, elle ne regarda pas par la fenêtre. Elle regarda à l'intérieur d'elle-même, essayant de reconstituer les fragments de souvenirs de ce jour il y a 10 ans. Elle s'en souvenait vaguement. Elle avait 25 ans. Elle était au travail quand son père a appelé et a dit que sa mère avait des problèmes cardiaques. Puis le deuxième appel, elle était partie. La cause officielle était une crise cardiaque massive. Tout s'est passé très vite. Elle se souvenait du visage anéanti de son père, de Simone sanglotant sur son épaule. Elle connaissait à peine Darius à l'époque, il était juste le nouveau venu au service de la logistique. Personne ne se doutait de rien. Elle se tenait à nouveau devant la porte de l'appartement numéro 24, tourna à nouveau la vieille clé dans la serrure. Elle entra dans le même air vicié, le même silence figé, mais maintenant elle regardait tout avec des yeux différents. Elle ne cherchait pas des preuves, elle cherchait un message. Elle fouilla méthodiquement chaque centimètre du petit studio. Elle prit tous les livres des étagères, feuilletant toutes les pages, à la recherche d'une note ou d'une phrase soulignée. Rien. Elle vérifia toutes les poches des robes de sa mère accrochées dans le placard. Vide. Elle s'assit sur le canapé, sentant le désespoir recommencer à l'envahir. Peut-être qu'elle avait tort, peut-être qu'il n'y avait rien d'autre. Son regard se posa sur le vieux manteau de saison de sa mère accroché à un crochet près de la porte, simple, gris, banal. Sa mère le portait dans les derniers mois de sa vie. Nia s'en approcha, passa sa main sur le tissu de laine grossière et mit ses mains dans les poches. Vide. Elle était sur le point de s'éloigner, mais quelque chose l'arrêta. Elle sentit à nouveau la doublure. Sur le côté gauche, près de la poitrine, le tissu semblait légèrement plus dense qu'ailleurs. Elle appuya à nouveau sur l'endroit. Sous la doublure en soie lisse se trouvait quelque chose de dur, de rectangulaire, quelque chose de cousu à l'intérieur. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle attrapa le couteau de cuisine sur la table et, essayant de ne pas endommager ce qu'il y avait à l'intérieur, elle fendit délicatement la doublure le long de la couture. Le tissu de soie s'écarta, et un petit cahier potelé dans une couverture de cuir usé tomba sur le sol. Un journal intime. Nia le ramassa. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le tenir. Elle s'assit au bureau et ouvrit la première page. L'écriture de sa mère, la même écriture soignée et minuscule que dans le grand livre, mais les lettres étaient plus vivantes, plus émotionnelles. C'était le journal de ces derniers mois, et il commençait à révéler toute l'horrible vérité que Nia commençait seulement à comprendre. 15 août, Elia est à nouveau furieux. Les factures de Simone de Miami sont arrivées. Il a crié qu'elle le ruinerait, mais j'ai vu qu'il était en colère contre lui-même de ne pas pouvoir lui refuser quoi que ce soit. Il est prêt à tout pour préserver la réputation de sa petite princesse. Nia feuilleta davantage. Les pages défilèrent, et chacune d'elles était comme un coup de poing dans le ventre. 5 septembre, je pense qu'Elia a trouvé une solution. Il nous a emmenés dîner avec ce nouvel homme de la logistique, Darius Vance, un type glissant. Il fixe Simone constamment, et Simone, elle joue avec lui comme un chat avec une souris. Toute la soirée, Elia a loué Nia à lui, parlant de sa fiabilité et de son intelligence, de la merveilleuse épouse qu'elle ferait. J'ai compris son plan. Il veut vendre une fille pour sauver l'autre. Dieu, la honte. 22 septembre, aujourd'hui,
j'ai accidentellement surpris Elia et Simone en train de parler dans son bureau. Je pensais que c'était à propos des dettes, mais c'était bien pire. Simone riait et disait, « Papa, c'est génial. Pourquoi devrions-nous enregistrer les marchandises avariées comme des déchets alors que nous pouvons en faire don? Nous obtiendrons des réductions d'impôts et la réputation de philanthrope. » C'était son idée, la sienne. Ma fille a inventé un moyen d'empoisonner des orphelins avec du ragoût avarié pour payer ses robes. Je suis entré dans le bureau, je leur ai dit que c'était monstrueux. Elia m'a dit de ne pas me mêler de ça, et Simone, elle m'a regardé et a ri à ma figure, a dit que je ne comprenais pas les affaires modernes. Nia ferma les yeux. Il était difficile de respirer. Ce n'était donc pas seulement les manigances de son père, c'était leur coentreprise, une collaboration entre le père et la fille préférée. Elle se força à continuer à lire. La date finale et fatale approchait. Les entrées devinrent plus courtes, plus anxieuses. 10 octobre, je ne peux plus regarder ça. Je ne peux pas vivre dans la même maison que ces gens. J'ai essayé de parler à Elia à nouveau. Il a dit que si je disais un seul mot à qui que ce soit, il m'enfermerait dans un établissement psychiatrique, a dit que j'avais un mauvais cœur et que j'imaginais des choses. 13 octobre, aujourd'hui, j'ai trouvé mon collier de saphir dans le coffret à bijoux de Simone, celui qu'ils appellent les larmes de la veuve. Elle l'a juste pris. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu, j'en ai plus besoin. Darius aime les choses chères. J'ai réalisé qu'elle ne reculerait devant rien. Et puis la dernière entrée, écrite le jour de sa mort. L'écriture était tremblante, précipitée. 15 octobre, ça suffit. Je ne peux plus me taire. Je vais arrêter ça. Ce matin, j'ai dit à Simone que si elle et Elia n'avouaient pas tout et n'arrêtaient pas cette escroquerie de don d'ici ce soir, j'irais à la police. Je lui ai montré des copies de certaines pages de mon grand livre. Elle aurait dû être terrifiée, pleine de remords, mais elle était si calme, trop calme. Elle a dit, « Très bien, maman, parlons ce soir. Je viendrai dans ta chambre après le travail. » Elle vient ce soir. Elle sera bientôt là. Sous ces mots se trouvait la dernière ligne, « Elle arrive. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Le journal s'arrêtait là. Nia resta immobile, fixant ces derniers mots. Alors, c'est ce qui s'est passé. Sa mère leur a donné un ultimatum, et ils y ont répondu. Sa crise cardiaque n'était pas un accident. Elle était sur le point de fermer le journal lorsqu'elle remarqua quelque chose de glisser dans une petite poche à l'intérieur de la couverture arrière. Elle sortit délicatement un morceau de papier jauni, plié en 4. C'était un reçu de pharmacie. Elle le déplia. Le reçu portait le nom d'une pharmacie locale. La date était 2 jours avant la mort de sa mère et une liste de médicaments. Parmi eux se trouvait le nom d'un puissant médicament pour le cœur que sa mère prenait depuis des années. Et au bas du reçu, sous la liste des médicaments, se trouvait une courte note écrite de la main de sa mère, quelques mots griffonnés comme à la hâte. Simone a proposé d'aller chercher ma nouvelle ordonnance et d'acheter elle-même le médicament, a dit que je ne devais pas m'en soucier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Nia resta à fixer le reçu de pharmacie, un petit morceau de papier jauni, mais dans ses mains, il lui semblait aussi lourd qu'une pierre tombale. Tout s'additionnait, la menace de sa mère d'aller à la police, le calme étrange et effrayant de Simone, son soudain désir d'aider et d'aller chercher le médicament, un médicament dont dépendait une vie. La crise cardiaque de sa mère n'était pas un accident. Au mieux, c'était une négligence criminelle. Simone aurait pu simplement retenir les pilules vitales, au pire, elle aurait pu les remplacer, lui donner autre chose, ou juste un placebo. C'était un meurtre froid et calculé commis par les mains d'une fille bien-aimée. La fureur que Nia avait ressentie auparavant n'était rien comparé à ce qu'elle ressentait maintenant. C'était autre chose, une froide et calme prise de conscience qu'elle avait affaire à des monstres, et elle devait les arrêter, non pas pour se venger, mais pour rendre justice à sa mère, dont le dernier murmure effrayé, elle le tenait maintenant dans ses mains. Elle plia délicatement le reçu, le remit dans le journal intime et mit le journal dans son sac avec le grand livre. Elle quitta l'appartement, fermant la porte à clé derrière elle. Maintenant, elle savait quoi faire. Elle arriva tard ce soir-là au sous-sol d'André. Il était toujours à son ordinateur, entouré d'un nuage de fumée de tabac. En la voyant, il se leva d'un bond. « Nia, où étais-tu ? J'étais en train de devenir fou ici. J'ai trouvé autre chose, dit-elle doucement, plaçant le journal de sa mère sur le bureau devant lui.
Il le prit et commença à lire. Nia était assise silencieusement en face de lui, le regardant. Elle vit le sourire cynique s'effacer lentement de son visage. Elle vit les muscles de sa mâchoire se contracter, comment ses yeux s'assombrirent lorsqu'il atteignit la dernière page et lut la note sur le reçu de pharmacie. Il posa le journal comme s'il lui brûlait les mains. Il resta longtemps silencieux, fixant le vide. Ceci change tout, dit-il finalement d'une voix étouffée. Ce n'est plus seulement de la fraude et de la diffamation, c'est un meurtre. Nia termina pour lui, oui. Il acquiesça. C'est un meurtre. Il se leva et commença à arpenter sa petite pièce. Nous devons aller à la police immédiatement, au bureau du procureur du district. Inutile, répondit Nia calmement. À qui allons-nous nous plaindre? Le chef de la police municipale est le meilleur ami de mon père, ils vont jouer au golf ensemble. Le procureur de l'État lui doit sa nomination. Ils ne nous laisseront même pas passer la porte. Et s'ils le font, ce journal sera perdu le jour même, et vous et moi serons accusés de calomnie et de tentative de nuire au nom honnête d'un homme respecté. André s'arrêta. Il savait qu'elle avait raison. Dans cette ville, son père était la police, il était la loi. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'impuissance résonnait dans sa voix. Nous avons besoin qu'ils avouent eux-mêmes, dit Nia. Publiquement. Nous avons besoin d'un aveu de culpabilité volontaire. Il n'y a que ça qui marchera. André la regarda avec stupéfaction. Avouer, Nia? Ces gens n'avoueront jamais rien. Ils préféreraient tuer à nouveau pour cacher la vérité. Alors nous devons les acculer. Un regard dur qu'André n'avait jamais vu auparavant apparut sur son visage. Nous devons créer une situation où le silence est plus effrayant pour eux qu'un aveu. Ils passèrent toute la semaine suivante à élaborer un plan, et son père, Simone et Darius leur tendirent sans le savoir l'arme parfaite. Des affiches municipales et des portails d'information étaient placardés d'annonces pour le principal événement social de l'année de la ville, le gala annuel du fondateur, et l'invité d'honneur devait être Eliae. Dans le cadre d'une campagne visant à redorer l'image de la famille après le scandale du mariage, il faisait un puissant geste de relations publiques. Il était non seulement le principal sponsor de l'événement, mais il devait également recevoir un prix honorifique pour sa contribution au développement de la ville et à la préservation des valeurs familiales. Lors de son discours d'acceptation, il prévoyait d'annoncer officiellement Darius Vance comme son successeur et le nouveau PDG de l'usine. Cela devait être sa victoire complète et finale, un bal triomphal. C'est notre scène, dit André, montrant l'affiche à Nia. Nous n'aurions pas pu choisir un meilleur endroit. Toute l'élite de la ville, la presse. Si nous devons frapper, ça doit être là. Mais comment les faire parler, demanda Nia. Nous devons les effrayer, leur faire croire que nous savons tout et que nous sommes prêts à le dire. Ils doivent paniquer, et une personne paniquée fait des erreurs. Nia comprit ce qu'elle devait faire. Elle connaissait le maillon faible de leur chaîne Calvin. Le lendemain, elle l'attendit devant la porte de l'usine après son service. Elle savait qu'il rentrait toujours chez lui en empruntant le même chemin à travers le vieux parc. Elle sortit simplement de derrière un arbre pour le rencontrer. En la voyant, Calvin tressaillit et pâlit. Il essaya de la contourner, mais elle lui bloqua le chemin. « N'ayez pas peur, monsieur Jasper, dit-elle doucement. Je ne vous en veux pas. Il la regarda avec surprise. Je comprends tout, continua-t-elle, le regardant droit dans les yeux. Vous avez une famille, des obligations. J'aurais peut-être fait la même chose à votre place. Je ne suis pas venu ici pour vous accuser. Je suis venu vous dire que tout va bien. Il fronça les sourcils avec méfiance, ne comprenant pas où elle voulait en venir. J'ai trouvé le vieux journal intime de ma mère, dit Nia, sa voix tremblant légèrement, mais il n'y avait pas de tromperie dedans. Je l'ai lu, et vous savez, j'ai beaucoup compris. J'ai compris pourquoi tout s'est passé comme ça, ces derniers jours. Il y a tellement de détails dans le journal qui expliquent tout. Tout est clair pour moi maintenant. Elle parla vaguement exprès, sans préciser aucun détail. Elle jetait un appât. Je voulais juste que vous sachiez que je ne suis pas en colère contre vous, termina-t-elle. Au revoir. Elle se tourna et s'éloigna, le laissant planté au milieu du parc dans une confusion et une peur totale. Elle ne doutait pas de ce qu'il ferait. Une personne qui vit dans la peur court toujours vers son maître. Elle avait raison. André, grâce à de vieux contacts,
demanda à un technicien téléphonique ami de tracer les appels depuis le numéro de Calvin. 1 heure après sa conversation avec lui, Calvin appela une seule personne, Eliae. La conversation fut courte, moins d'1 minute. Le piège s'était refermé, maintenant, tout ce qu'ils avaient à faire était d'attendre. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Ce même soir, alors que Nia était assise avec Vivian dans la cuisine, on frappa à la porte, fort, avec insistance. Vivian alla ouvrir. Nia entendit l'exclamation surprise de sa tante, puis la voix de Darius, « Que voulez-vous ici, Vance ?»« Sortez, » dit Vivian. « J'ai besoin de parler à Nia, » répondit-il avec effronterie. « Je sais qu'elle est là. » Il repoussa la vieille femme et entra dans la maison. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte de la cuisine quand il vit Nia. Son visage portait un mélange de colère, de peur et une sorte de fausse confiance. Il portait un costume coûteux. Il sentait le succès et l'anxiété. « Nia, nous devons parler, » dit-il, essayant de garder un ton professionnel. « Seul. Parle ici. » Vivian et ma famille, le coupa Nia. Il fut momentanément déconcerté, mais se reprit rapidement. Il se dirigea vers la table et y déposa une coûteuse mallette en cuir. Il l'ouvrit. La mallette était remplie de liasses de billets de $100. « Il y a $250 000, $250 000 ici, » dit-il, en espèces. « Si ce n'est pas suffisant, dis-moi combien tu veux. Fixe ton prix, Nia. » Nia regarda silencieusement l'argent, puis lui. « Le prix pourquoi ?» Darius soupira profondément. « Pour le journal de ta mère. Terminons ce cirque. Tu prends l'argent, tu quittes la ville, tu commences une nouvelle vie, et nous. Nous oublions tous ça. Nous pouvons tous nous en sortir sans perte. » Nia se leva lentement de sa chaise. Elle regarda son visage effrayé, l'argent, ses mains tremblantes. Ils étaient terrifiés, ils croyaient qu'elle savait tout et qu'elle était venue négocier. Elle le regarda droit dans les yeux. « Sortez, dit-elle calmement et distinctement, sortez simplement de cette maison. » Il fut décontenancé. « Nia, ne sois pas stupide, c'est ta seule chance. Pense-y. J'ai dit sortez et dites à Elia et Simone, » elle fit une pause, « que nous les verrons au gala. » Le visage de Darius se tordit, il comprit que la négociation avait échoué. Il claqua la mallette, la saisit et, lançant à Nia un regard rempli de haine, s'enfuit de la maison. Nia resta debout au milieu de la cuisine. Le piège était tendu et il, mort de peur, se dirigeait droit dedans. Les jours restant jusqu'au gala passèrent dans une brume d'attente calme et tendue. Nia et André travaillèrent sur chaque détail. André s'arrangea pour que son vieil ami Malcolm, un journaliste d'un journal régional d'un état voisin, la seule publication majeure non contrôlée par Elia, et vienne en se faisant passer pour un invité ordinaire. Vivian, utilisant son statut de membre fondateur de la famille, obtint facilement 3 invitations, une pour elle, une pour Nia et une pour son ami de l'extérieur de l'État, Monsieur Malcolm. Tout était prêt, et puis la soirée arriva. La salle de bal de l'hôtel métropolitain scintillait. D'énormes lustres en cristal, reflétés dans le sol poli et brillant, inondaient tout d'une lumière éblouissante. Un orchestre à cordes jouait, des serveurs en gants blancs portaient du champagne et des canapés. L'air bourdonnait de centaines de voix, de rires et du cliquetis des verres. Toute l'élite de la ville était là, le maire, les fonctionnaires, les banquiers, les industriels, leurs épouses en diamants et robes de soirée. C'était un défilé d'hypocrisie, et Nia, entrant dans la pièce au bras de Vivian, eut l'impression d'être entrée dans une fosse aux vipères. Elle portait une simple robe noire, longue et sévère, sans aucun bijou. C'était tout le contraire de sa robe de mariée et des robes brillantes et bruyantes des autres femmes. À côté d'elle, Vivian, dans sa robe de velours démodée mais élégante, ressemblait à une reine en exil. À l'entrée, 2 gardes de sécurité en costume strict, clairement informés à son sujet, essayèrent de les arrêter. « Pardonnez-moi, Miss » et commença l'un d'eux, bloquant le passage, mais Vivian ne ralentit même pas le pas. Elle mesura le garde d'un regard glacial. « C'est mon invité, jeune homme, ou avez-vous des ordres de ne pas admettre d'invité au gala du fondateur ?» Le garde dégonfla, il reconnut Vivian. Se disputer avec elle équivalait à un suicide professionnel. Il s'écarta silencieusement. Ils entrèrent dans la salle de bal. André et Malcolm étaient déjà là, assis à une table discrète dans le coin avec une vue dégagée sur la scène. André croisa le regard de Nia et lui fit un signe de tête subtil. Le centre d'attention,
bien sûr, était sa famille. Elia, dans un smoking impeccable, se tenait entouré du maire et des personnes les plus influentes de la ville, acceptant les félicitations. Il était dans son élément, le maître puissant et confiant de son univers. Darius, l'héritier loyal, se tenait à proximité, souriant respectueusement, et Simone. Simone était la star de la soirée. Elle portait une luxueuse robe brodée d'or avec une coiffure élaborée, et bien sûr, le collier de saphir scintillait sur son cou. Elle riait le plus fort, buvant verre après verre de champagne, mais dans ses yeux, Nia remarqua un éclat fiévreux et anxieux. Ils la virent, tous les trois. Le sourire sur le visage d'Elia se figea une fraction de seconde, Darius se tendit et Simone lui lança un regard rempli de haine et de peur mal dissimulée. La cérémonie commença. L'animateur passa beaucoup de temps à complimenter Elia et énumérant ses contributions à la ville. Puis, le maire monta sur scène et, sous un tonnerre d'applaudissements, lui remit une lourde statuette en cristal, le prix de l'héritage familial. Elia s'approcha du microphone. La salle se calma. « Mes chers amis, commença-t-il de sa voix assurée et bien entraînée, c'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, mais ce prix n'est pas seulement le mien. Ce prix appartient à toute ma famille, une famille pour laquelle des concepts tels que l'honnêteté, l'intégrité et la responsabilité envers la communauté ont toujours été, et seront toujours, primordiaux. Ce sont les valeurs que j'ai héritées de mes parents et que je transmets à mes enfants. » Nia s'avança lentement. Elle traversa la pièce entre les tables, en direction de la scène. Les gens s'écartèrent, la regardant avec des regards surpris et critiques. La musique s'estompa. Tout le monde la regardait. Elia sur scène hésita, il la vit s'approcher et une froide colère éclaira ses yeux, mais il était un professionnel. Il fit comme si de rien n'était et continua son discours. Simone n'était pas une professionnelle. Voyant Nia marcher droit vers eux, elle paniqua. L'alcool et la peur firent leur œuvre. Elle fit quelques pas vers Nia, l'interceptant au bord même de la scène. Son visage était déformé par la malice. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle, assez fort pour qu'ils l'entendent. « Tu crois que tu peux tout gâcher ? Cette soirée est la nôtre. Darius est à moi. L'usine est à moi. » Elle était si proche que Nia pouvait sentir le champagne sur son souffle. Nia ne détourna pas le regard. Elle regarda sa sœur calmement, presque avec pitié, puis regarda le saphir étincelant sur son cou. « Le collier est à toi aussi » demanda-t-elle calmement mais clairement, « ou tu l'as juste pris après avoir échangé ces pilules ?» Le temps s'arrêta. La couleur se retira lentement du visage de Simone. Il devint blanc comme du papier, puis gris. Ses yeux, écarquillés de terreur, étaient fixés sur le visage de Nia. Son souffle se coinça dans sa gorge. Les applaudissements qui avaient commencé à la fin du discours d'Elia s'étouffèrent. Tout le monde au premier rang vit que quelque chose de terrible se passait. Simone tourna lentement la tête vers la scène, où son père, interrompant son discours, les regardait avec une fureur glaciale. Elle chercha le salut auprès de lui, son visage tordu en une grimace enfantine et désespérée. « Papa » cria-t-elle à travers la salle silencieuse, sa voix se brisa en un cri. « Papa, dis-lui qu'elle ment. Dis-le à tout le monde. » Elia se tenait sous les projecteurs. Sa réputation impeccable, son triomphe, ses valeurs familiales tout s'effondrait sous les yeux de toute la ville. Il regarda sa fille sanglotant, paniquant, et il fit son choix. Il se pencha vers le microphone. Sa voix était froide, sans vie et assourdissante dans le silence soudain. « Sécurité, veuillez escorter ma fille hors de la salle, elle ne se sent pas bien. » Simone se figea. Elle fixa son père, incapable d'en croire ses oreilles. Il ne l'avait pas protégée. Il ne l'avait pas sauvée. Il venait de la désavouer publiquement devant tout le monde, la jetant comme un jouet cassé pour se sauver lui-même. « Mal » murmura-t-elle, et une réalisation terrifiante et glaçante se fit jour dans sa voix. Son regard passa de son père à Nia et vice-versa. Ses lèvres tremblaient. « C'était toi. Tu as fait ça. » Les mots de Simone, lancés à son père, n'étaient pas forts, mais dans le silence de mort de la salle, ils coupèrent l'air comme un scalpel. Les gardes de sécurité, qui avaient commencé à s'approcher d'elle, hésitèrent, attendant un nouvel ordre. Elia se tenait pétrifiée sur la scène, son visage, triomphant il y a une minute à peine, se transforma en un masque gris. Simone recula de lui comme du feu. Elle trébucha en arrière à quelques pas de la scène, vers le grand hall d'entrée en écho.
Elle se tourna et courut pratiquement, trébuchant sur l'ourlet de sa luxueuse robe. C'était une fuite de son père, de Nia, des centaines de pères dieux qui la regardaient avec une curiosité stupéfaite et horrifiée. Et à ce moment-là, tout le monde bougea. Elia, se reprenant rapidement, descendit de la scène. Il ne pouvait pas la laisser s'échapper. Il ne pouvait pas laisser cette conversation continuer ici. Il se précipita à sa poursuite. Darius, pâle comme la mort, réalisant que son brillant avenir venait de disparaître comme de la fumée, suivit instinctivement son patron. Nia se déplaça après eux calmement, sans se précipiter. Elle savait que ce n'était pas encore la fin, c'était le dénouement, et elle devait jouer son rôle. Derrière elle, comme des ombres, glissèrent André, et à côté de lui, Malcolm le journaliste. Leur smartphone était déjà dans leurs mains, les petites lumières rouges d'enregistrement brillaient dans la faible lumière. C'étaient des prédateurs qui avaient senti le sang. Ils émergèrent dans le hall d'entrée massif, lambrissé de marbre. L'écho de leur pas résonna sous les hautes arcades. Les invités débordèrent de la salle de bal derrière eux, mais gardèrent leur distance, formant un demi-cercle vivant à l'entrée. Personne ne voulait manquer le point culminant. Simone atteignit une colonne massive et s'arrêta, adossant son dos contre elle. Elle était coincée. Elia, Darius et Nia l'entouraient. « Arrête tes crises d'hystérie », Simone siffla Elia, essayant de lui saisir le bras. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Je hurla-t-elle, arrachant son bras, « C'était moi. Tu viens de me sacrifier devant toute la ville. » Elle se tourna vers Nia, la folie et la haine se mêlant à la peur dans ses yeux. « Tu ne prouveras rien, » hurla-t-elle, sa voix se brisant, « rien. Tu n'as rien d'autre que tes fantasmes morbides. » Nia fit silencieusement un pas en avant. Elle n'éleva pas la voix, elle sortit simplement deux objets de son petit sac à main, le carnet volumineux à la vieille couverture en cuir et le reçu de pharmacie jauni. Elle ne les ouvrit pas, elle les tint simplement dans sa main comme une preuve irréfutable. « Je n'ai pas besoin de le faire, Simone, dit-elle calmement. Tu as déjà tout avoué. Ton visage en dit plus que n'importe quelle preuve. » Darius vit le journal, il le reconnut. Il avait vu ce même carnet entre les mains de Nia la nuit où il était venu négocier, et il réalisa que la partie était terminée. Toutes ses ambitions, son siège de PDG, son avenir, tout était dans ce petit carnet, et l'instinct lâche et égoïste d'auto-préservation prit le dessus. Il fit un pas de côté, se séparant physiquement d'Elia et de Simone. Il leva les mains comme s'il se rendait à une force de police invisible. « Je n'ai rien à voir avec ça, » intervint-il rapidement, s'adressant à Nia et à la foule invisible derrière elle. « Je ne savais rien. Je ne faisais que couvrir les dettes de leur famille. Monsieur E a dit qu'ils avaient des difficultés temporaires, au sujet de sa mère, au sujet des médicaments, c'est la première fois que j'entends ça. Je suis moi-même victime de leur stratagème. C'était une trahison, instantanée, totale et vile. Il les envoya au tapis pour essayer de sauver sa propre peau. » Elia le regarda avec mépris, mais il n'avait pas le temps pour Darius maintenant. Toute son attention était concentrée sur le journal entre les mains de Nia. Ce journal était une bombe qui était sur le point de faire exploser toute sa vie, tout son empire, construit sur des mensonges. Et à ce moment-là, sa raison se brisa. Il ne restait plus qu'un seul instinct, détruire la menace. Il fit une erreur fatale. Il se jeta en avant, non pas sur Nia, mais sur le journal. Il tendit la main, essayant de voler, d'arracher la preuve de ses mains, mais Simone se dressa sur son chemin. Dans ce dernier moment décisif, voyant son père non pas comme le patriarche omnipotent, mais comme un vieil homme terrifié qu'il avait d'abord désavoué et qui essayait maintenant de voler un livre comme un petit voleur, elle comprit tout. Tout le monde l'avait trahi, et sa dernière chance de salut était de noyer celui qui l'entraînait vers le bas. Elle poussa violemment son père. Elia, ne s'y attendant pas, trébucha en arrière et heurta la colonne. Simone se tourna vers Nia. Son visage était mouillé de larmes, son maquillage coulant. Elle ressemblait à une actrice dérangée dans le dénouement d'une tragédie. « C'était lui » hurla-t-elle, pointant un doigt tremblant vers son père. « Il me l'a dit. Il a tout planifié. Il a dit que maman était faible, que son cœur la tuerait de toute façon bientôt. Il a dit qu'elle était sur notre chemin, sur le chemin des affaires. Il a dit que j'étais l'avenir de cette famille, et quel était le passé qui nous tirait vers le bas. » Elle parla, haletant entre les sanglots et les mots qui jaillirent après 10 ans de silence, les pilules. Il a dit qu'il fallait juste l'aider pour qu'elle ne souffre pas. Il a dit que personne ne le découvrirait.
Il m'a forcé. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'était un aveu complet et inconditionnel, vol, conspiration, meurtre, et tout cela sous la lumière des lustres en cristal, devant les yeux de l'élite choquée de la ville, sous le regard impitoyable de 2 smartphones enregistreurs. À ce moment-là, des personnes en uniforme de police entrèrent rapidement dans la salle. André, voyant que le point culminant était proche, avait réussi à appeler son contact au commissariat. Le chaos éclata. Les flashs des appareils photo. Malcolm avait sorti son appareil photo professionnel, clignotait, arrachant à la faible lumière des visages déformés par l'horreur. Des policiers se frayant un chemin à travers les invités stupéfaits se dirigèrent droit vers eux. Eliae, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'organisation d'un meurtre. Simonet, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre. Darius Vance, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de complicité et de vol qualifié. Elia était silencieux, il regardait dans le vide, son visage était totalement impassible, il avait perdu. Simone sanglotait, criant qu'elle était innocente, s'accrochant au bras de l'officier. Darius marmonnait quelque chose à propos de coopérer à l'enquête, à propos de tout raconter. Des menottes claquèrent à leurs poignets. Ils furent conduits à travers la foule d'invités stupéfaits vers la sortie. La balle du triomphe s'était transformée en échafaud. L'héritage de la famille a été détruit en une soirée, publiquement et irréversiblement. Nia resta immobile, serrant le journal et le registre contre sa poitrine. Vivian s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « C'est fini, mon enfant, dit-elle. » Nia leva les yeux vers elle. Il n'y avait ni joie ni malice dans ses yeux, seulement un épuisement énorme et total. « Non, dit-elle calmement, ce n'est que le début. » 6 mois plus tard, le matin était froid mais ensoleillé. L'air sentait le métal et la peinture fraîche. Nia se tenait sur le quai de chargement, regardant les terrains de Family Foods. Après l'affaire judiciaire sensationnelle qui a ébranlé toute la nation, l'entreprise était au bord de la faillite. Elia et Simone ont reçu de longues peines de prison pour meurtre. Darius, en tant que témoin clé, s'en est sorti avec une probation pour fraude et a disparu de la ville. Nia, en tant que seule héritière non souillée, a été nommée administratrice externe de l'entreprise par le tribunal. C'était une tâche lourde, presque impossible de ressusciter l'entreprise de ses cendres, mais elle a réussi. Vivian se tenait à ses côtés, elle était maintenant le bras droit de Nia, sa conseillère, sa vraie famille. Nous démarrons la chaîne de montage dans 10 minutes, dit Vivian, regardant les travailleurs s'affairer en bas. Les gens sont prêts à reprendre le travail. Moi aussi, sourit Nia. Elle avait vendu le petit appartement sanctuaire près de Riverbend, l'endroit qui contenait la douleur de sa mère, et avait fait du bien avec tout le produit. Ajoutant une partie de ses propres fonds, elle a créé une fondation caritative nommée d'après sa mère, la Fondation Eleanoré. Le premier et principal projet de la fondation était la rénovation complète de l'orphelinat même que son père avait empoisonné. Depuis des années maintenant, la fondation s'assurait qu'ils reçoivent des livraisons des produits les plus frais et de la plus haute qualité. Sa victoire n'était pas dans la vengeance, elle était dans la restauration de la justice. Nia regarda le logo de l'usine. Les anciennes lettres, et Family Foods, avaient été enlevées. À leur place brillait une nouvelle inscription laconique, Eleanor's Products. En dessous, un sifflet retentit, et la chaîne de montage rampa lentement, transportant les premières boîtes de nouveaux produits honnêtes. Nia prit une profonde inspiration de l'air froid du matin. Sa guerre était finie, sa vie recommençait à nouveau, et elle était prête pour cela. Et ainsi se termine cette histoire complexe et dramatique, mes amis, une histoire sur la trahison de ceux qui nous sont les plus proches, mais en même temps, une histoire sur la force incroyable d'une femme qui a été capable d'aller contre tout le monde et de rétablir la justice. Je suis sûr qu'elle a laissé une marque sur tout le monde, et peut-être la principale question qui reste avec nous tous après le dénouement, Nia a-t-elle fait ce qu'il fallait? D'une part, elle a dénoncé des voleurs, des fraudeurs et même des assassins. Elle a arrêté un crime terrible, car son père et sa sœur empoisonnaient des orphelins et des personnes âgées depuis des années. Elle a blanchi le nom de sa mère et a relancé l'entreprise familiale sur les principes d'intégrité. Sa victoire semble absolue. Mais d'un autre côté, le prix de cette victoire était horrible. Elle a personnellement détruit sa propre famille, envoyant son père biologique et sa sœur en prison. La justice valait-elle une telle annihilation totale? Y avait-il une autre voie, peut-être moins brutale, pour elle? Aurait-elle pu trouver la force de leur pardonner, ou de tels crimes sont-ils impardonnables? Qu'en pensez-vous? Nous aimerions vraiment connaître votre opinion.
Peut-être avez-vous des questions sur l'intrigue. Quelque chose vous a-t-il semblé incomplet, ou êtes-vous simplement curieux de savoir ce qui est arrivé aux autres personnages? N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires ci-dessous cette vidéo. Je veillerai à lire toutes vos pensées, et bien sûr, si cette histoire vous a touché, si vous avez sympathisé avec Nia et suivi sa lutte avec le souffle coupé, veuillez nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vos j'aime et vos commentaires sont la meilleure récompense pour nous et une incitation à créer de nouvelles histoires encore plus captivantes pour vous. Tous nos vœux. À la fin de cette vidéo, une fenêtre apparaîtra au milieu de l'écran. Veuillez cliquer sur cette fenêtre, nos autres histoires les plus intéressantes s'y trouveront.